19 heures à Moribabougou, d'où nous émettons depuis Bamako. Merci de votre constante fidélité. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle édition d'information sur Chérifla TV. Le vice-président de la République d'Inde est en visite de travail et d'amitié au Mali les 29 et 30 septembre. Accueilli en grande pompe par les autorités maliennes, son Excellence M. Shri Mohamed Hamid Ansari était à la primature ce jeudi après-midi pour un tête-à-tête avec le Premier ministre Modibo Keïta, puis la rencontre entre les membres de délégation des deux parties suivies de la signature d'accords bilatéraux de coopération. Reportage. Ce vendredi matin, c'est une session extraordinaire qui a été convoquée par l'Assemblée nationale du Mali pour permettre au vice-président de l'Inde de s'adresser aux parlementaires. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, du ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions, ainsi que l'ensemble des députés de la nation. Dans son allocution, M. Shri Mohamed Hamid Ansari, vice-président de la République de l'Inde, s'est longuement apaisanti sur les relations bilatérales entre l'Inde et le Mali. Cette visite arrive à un moment où le continent, inspiré par l'esprit de la démocratie, renforce son contrôle sur ses ressources et accélère sa marche en avant pour assurer l'avenir prospère de ses populations, dixit le vice-président indien devant l'auguste assemblée. L'hôte du jour a longuement expliqué les contours de cette démarche de partenariat avec le Mali et l'Afrique de façon générale. Un partenariat de développement qui est fondé sur l'émancipation, le renforcement des capacités, le développement des ressources humaines, l'accès au marché indien et le soutien aux investissements indiens en Afrique afin de donner la possibilité aux peuples africains de faire leurs propres choix et d'assumer la responsabilité du développement de leur continent. Comme acte concret d'aide au développement, le gouvernement de l'Inde a accordé au Mali 7 lignes de crédit d'une valeur totale de 353 millions de dollars. L'Inde participe également à la finalisation d'un grand projet de transport d'électricité d'un montant de 150 millions de dollars qui raccordera Bamako à Sikasso en passant par Bougouni. Le vice-président n'a pas manqué au cours de cette allocution d'encourager les autorités maliennes et de se féliciter de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation dont la bonne conduite, espère-t-il, permettra le maintien de l'intégrité territoriale, d'une paix durable, du développement et de la prospérité. La République d'Inde souhaite vivement promouvoir sa coopération parlementaire avec le Mali. Rappelons-le, l'Assemblée nationale du Mali a créé un groupe d'amitié parlementaire Mali-Inde sous la direction de l'honorable Mfa Simpara. Aussitôt après cette adresse à la nation malienne, nous avons tendu notre micro à l'honorable Madame Haïdara Aïchata Sissi pour nous parler de l'excellente coopération entre le Mali et l'Inde. C'est un grand jour pour nous. En tant que parlementaires, on ne peut que se réjouir de cela. Vous l'avez si bien dit, l'Assemblée nationale, les députés qui sont à l'Assemblée nationale représentent le peuple malien. Donc quand le vice-président indien décide de venir à l'Assemblée nationale, c'est qu'il a décidé de rencontrer le peuple malien à travers l'Assemblée nationale. Donc je suis très heureuse de cette rencontre qui vise aussi à rapprocher nos deux peuples. Parce que quand les peuples sont proches, les gouvernants ne peuvent que faire des choses qui arrangent tout le peuple, tous les deux peuples. Dans son discours, il a été beaucoup question de la signature de l'accord de paix, de la mise en œuvre de l'accord de paix. Je pense qu'aujourd'hui, le développement c'est bien, mais la mise en œuvre de l'accord de paix est une priorité pour le Mali. Parce que sans paix et sécurité, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de développement, mais le développement est très difficile. Il a tantôt parlé aussi de tout ce que l'Inde programme de faire avec l'Afrique en général et le Mali en particulier. Il a parlé de l'électrification. Moi, je mettrais un accent particulier sur cela parce que l'insécurité commence d'abord par l'obscurité. Donc, s'il y a la lumière, je crois que ça peut régler beaucoup de choses en termes de sécurité, surtout dans les régions du Nord, d'où je suis native. Je sais qu'aujourd'hui, notre plus grand problème, c'est le manque d'eau et d'électricité. Donc, s'il parle de l'électrification de Sikasso et de Bougouni et de d'autres projets qui sont en cours, je peux avoir de l'espoir pour tout le peuple malien. Parce que je sais de quoi je parle. Moi, j'ai eu à électrifier les CESCOM, les maternités, les mosquées dans ma circonscription. Mais c'est suite à une subvention indienne. C'est-à-dire que c'est l'Inde qui avait subventionné le Mali. Et j'ai payé un prix minime par rapport au prix que je devais payer pour le faire. C'est pour dire que vraiment on a de l'espoir. C'est pour dire qu'on remercie le gouvernement indien pour ce faire. Et c'est surtout pour dire que cette coopération vraiment est la bienvenue. Et que nous, en tant que parlementaires, vous avez vu dans la salle combien les gens ont applaudi. Nous sommes très heureux de ce rapprochement entre le gouvernement malien et le gouvernement indien.
Je dirais plutôt que les liens sont resserrés, sinon ils étaient déjà proches. Et si les liens sont resserrés, c'est le peuple malien qui gagne. Bien sûr que c'est très important parce que de la même façon où il a visité le Mali avec une délégation, de cette même façon, je suis sûr que le président de l'Assemblée nationale du Mali, qui est entre griffes invité, ira aussi avec une délégation du Parlement malien. Ben, ça veut dire que c'est le peuple malien cette fois-ci qui va se transporter vers le peuple indien. Et c'est sûr que les résultats seront très intéressants pour nos deux peuples. Actualité hors de nos frontières et direction le Gabon. La procureure de la Cour pénale internationale, la CPI, a annoncé ce jeudi l'ouverture prochaine d'un examen préliminaire sur les violences post-électorales. Fatou Bensouda a indiqué que cela pourra déterminer si les critères imposés sont suffisamment réunis pour l'ouverture de cette enquête. Marietou Diallo pour le commentaire. La Cour pénale internationale a annoncé ce jeudi 29 septembre l'ouverture d'une enquête préliminaire sur la situation post-électorale au Gabon à la demande du gouvernement. Dans un communiqué, la procureure Fatou Bensouda indique qu'elle examinera les informations disponibles avant de décider s'il y a lieu d'ouvrir une enquête formelle. Elle explique par ailleurs que la demande émane du gouvernement gabonais qui fait part de faits relevant de l'incitation à commettre le crime de génocide et des crimes contre l'humanité qu'il attribue aux militants favorables au candidat d'opposition Jean Ping. Pour rappel, le Gabon a connu un pic de violence après l'annonce le 31 août dernier par la Commission électorale nationale autonome et permanente de la victoire du chef de l'État sortant Ali Bongo Ondimba. Des centaines de personnes avaient été arrêtées, 407 avaient été relâchées, 393 déférés au parquet de Libreville et 31 incarcérés, avait indiqué le procureur. D'autres personnalités avaient été arrêtées fin septembre de façon plus ciblée avant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Dans sa requête adressée au bureau de la procureure, la République gabonaise souligne que les propos tenus par Jean Ping à l'occasion des meetings constituent une incitation au crime de génocide, évoquant une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux où le candidat invitait ses partisans à réveiller les morts et marcher sur eux pour se débarrasser des cafards. Parmi les accusations de crimes contre l'humanité, les autorités gabonaises évoquent des faits de violence, saccages et des incendies criminels contre les bâtiments de l'État et des instructions données à des individus de tirer sur la foule et participer ainsi à l'instauration d'un climat de violence et de terreur auprès de la population civile. L'examen préliminaire auquel procédera le bureau de Fatou Bensouda permettra de déterminer s'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête, c'est-à-dire la CPI a compétence pour enquêter, si l'affaire est recevable ou si notamment la situation ressort de sa juridiction. Et nous en arrivons au tour d'horizon de l'actualité africaine en mettant le cap d'abord sur la RDC où l'on assiste à la reprise du dialogue national à Kinshasa, puis au pays des hommes intègres au Burkina Faso où l'on assiste à la formation d'une commission chargée de rédiger la nouvelle constitution. Et enfin en Israël avec les obsèques de l'ancien président Shimon Peres, c'était ce vendredi à Jérusalem. Khadija Kité pour le commentaire. Les travaux du dialogue national suspendus depuis les manifestations violentes du 19 au 20 septembre dernier reprendront ce vendredi selon le facilitateur de ces assises, Eden Kodjo. Ces travaux auxquels le rassemblement de l'opposition refuse toujours de participer vont écouter la commission électorale faire un point. Ce vendredi, les participants au dialogue sont appelés à se pencher sur le contenu du projet d'accord. Ce texte qui est déjà entre leurs mains propose une transition dont la durée devra être conforme au calendrier électoral et le rôle du président actuel Joseph Kabila pendant cette période de transition devra être consigné clairement dans cet accord qui propose un gouvernement d'union nationale. La commission épiscopale nationale du Congo n'a pas encore accepté de reprendre sa place à la table des discussions. Roch Marc Christian Kaboré, le président burkinabé, a officiellement installé ce jeudi les membres de la commission devant produire une nouvelle constitution. Cette commission a un délai de 60 jours pour rendre son travail. À travers ce changement de république, le Burkina Faso veut fermer la page de la 4e république qui est identifiée au régime du président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir par le peuple burkinabé en 2014. Au-delà de tourner une page sombre, le président Kaboré
collaborer souhaite établir des institutions fortes pour enrayer toute autre tentative despotique au pays des hommes intègres. Dirigée par Alidou Ouedraogo, la commission constitutionnelle est constituée de 92 membres choisis dans les diverses couches socio-professionnelles du pays. Israël a enterré Shimon Peres ce vendredi. Les obsèques de l'ancien président israélien se sont tenues à Jérusalem en présence de plusieurs chefs d'État. Le président américain Barack Obama et des dizaines de dirigeants du monde entier lui ont rendu un ultime hommage avec l'espoir que ses rêves de paix ne soient pas enterrés avec lui. Le cercueil de Shimon Peres a été mis en terre à la mi-journée au cimetière national du mont Herzl à Jérusalem. Les funérailles de l'ancien président israélien mort mercredi dernier à 93 ans, ont constitué un vibrant hommage à la stature de l'un des pères fondateurs de l'État d'Israël et des artisans des accords d'Oslo, censés tracer la voie de la paix avec les Palestiniens et les Arabes. Nous restons dans la page inter. À quelques semaines de la COP 22, une vingtaine de ministres africains, dont le nôtre, plus des représentants d'institutions internationales et des scientifiques, étaient tous réunis ce jeudi et vendredi à Marrakech au Maroc. Objectif, créer une coalition en faveur de l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. Kadi Diakité pour le commentaire. Lancée en avril 2016, l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine a pour objectif de réduire la vulnérabilité africaine au changement climatique. Et ce, d'autant plus que le secteur agricole concentre entre 25 et 35% des emplois directs selon les pays. Dans son intervention, le ministre malien de l'Agriculture, Kassim Denon, a partagé avec ses pairs les avancées de notre pays en matière de développement de la résilience dans le domaine de l'agriculture. Parlant de l'espace sahélien en tant que ministre coordonnateur du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, il a rappelé que la pluviométrie au sein de notre espace reste insuffisante, les sécheresses fréquentes, la pression démographique, la surexploitation des terres, les pratiques agricoles inappropriées, l'insuffisance de l'utilisation des engrais. D'après certaines études, le coût économique du changement climatique pour l'Afrique pourrait représenter 1,5 à 3% du PIB chaque année jusqu'en 2030. Selon la BAD, les coûts d'adaptation en Afrique seraient d'environ de 20 à 30 milliards de dollars américains. Or, les flux actuels restent insuffisants pour répondre aux besoins réels de l'Afrique, notamment en matière d'agriculture et d'adaptation. Les projets d'adaptation ne mobilisent que 20% des fonds publics climat, alors qu'il en faudrait 50% pour une répartition équilibrée. L'adaptation de l'agriculture au changement climatique en Afrique est un défi impérieux dans les pays du continent. L'augmentation de la production agricole au cours des dernières décennies a été essentiellement due à l'expansion des surfaces cultivées, mais les techniques de production ont très peu évolué et les rendements n'ont connu que des améliorations limitées. Point final donc à cette édition d'information sur Chérifla TV. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur nos antennes et à très bientôt. Thank you.